Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Alors, un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. Et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des journalistes et j'ai le bonheur de recevoir Anne-Lovely Étienne, journaliste, chroniqueuse, blogueuse, instagrammeuse, tout ce qu'on veut. Est-ce que j'en oublie? Non, je pense que ça va. Donc, bienvenue Anne-Lovely, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Merci Bianca de me recevoir au défilé des Ah, carrières. ça fait vraiment plaisir. Donc, on va commencer avec ta carrière de journaliste. Donc, dans tes mots, j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi une journaliste pour toi? Dans mes mots, une journaliste, c'est une personne qui relate des nouvelles, qui relate l'actualité. C'est une personne, moi j'aime bien dire qu'on est un guerrier des mots, puis aussi de la justice. Oh, Ouais, intéressant. ouais. Sans les journalistes, il y aurait beaucoup de choses, je crois, dont le public n'aurait pas nécessairement été au courant. Oui, c'est ça. Et je pense que fondamentalement, un journaliste se doit d'informer correctement la masse. Avec de l'information véridique. Là, Oui, c'est ça. absolument. Parce qu'il y a tellement de désinformations qui Il y a circulent. beaucoup, avec les médias sociaux, il y a Mhm. beaucoup trop de désinformations qui circulent et je pense que c'est aussi notre rôle de rectifier la donne et de mettre les mots justes dans la vérité, dans les faits. Exactement. Je pense que c'est ça, on est les guerriers des mots. Voilà. Excellent. Ouais, je pense. Moi, c'est ça ma définition. C'est ta vision. Oui, c'est ma vision du journalisme. Excellent. Maintenant, je vais donner la description du travail de journaliste selon le site québec.ca. Donc, ces personnes recherchent, vérifient, commentent et communiquent des nouvelles et des affaires publiques. Celles-ci sont destinées à être diffusées par divers médias. Elles travaillent à leur compte ou pour des journaux, revues, stations de radio ou de télévision, puis les médias sociaux aussi. Là. Maintenant, c'est l'ère actuelle. Là. On dirait que l'un, maintenant, ne va pas sans l'autre, mais on va s'en parler Oui, plus amplement tantôt. certainement. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, c'est quoi qui t'a mené à faire ce choix de carrière si intéressant? Et moi, ça remonte... moi, j'ai été chanceuse parce qu'il y a des gens qui se cherchent très longtemps dans leur choix de carrière. Et moi, dès mon jeune âge, je savais que je voulais être animatrice. Je savais que je voulais être journaliste. Je savais que je voulais être une genre de Sophie Thibault qui allait lire les nouvelles à la télévision. Moi, c'est quelque chose que je savais. Puis déjà au secondaire, j'étais déjà rédactrice en chef du journal étudiant. OK, c'était des signes ça, indicateurs. ouais, c'était des signes indicateurs. Après ça, au cégep, je me suis inscrite aussi au journal étudiant. Pour moi, c'était important de lire, d'être au courant de ce qui se passait dans le monde. J'ai toujours eu comme cette espèce de curiosité de vouloir rapporter les nouvelles. Fait que moi, c'était vraiment moi. Puis j'ai un amour, pardon, je suis en train d'accrocher mon micro, mais là, c'est correct. J'ai un amour, parce que je parle beaucoup avec mes mains. Oui. J'ai vraiment un amour pour la langue française, des mots, de l'écriture. Puis j'ai aussi un amour pour l'écran. Tu sais, j'aime vraiment communiquer. Fait que je pense que le journalisme m'apportait un peu les deux. Fait que ouais, ça fait très longtemps que j'ai fait ce choix de carrière-là parce que ouais, vraiment. Ouais, t'es chanceuse. Ben oui, c'est vraiment genre I'm blessed pour vrai. Là, il y a des gens qui savent qui sont des musiciens d'emblée, il y a des gens qui savent qu'ils vont devenir des policiers, mais moi je savais que je voulais devenir une journaliste. Génial. Ouais. Parfait. Puis maintenant, ça a été quoi ton parcours académique? Ben, tu sais, le parcours classique dans le sens où j'ai fini mon secondaire. Puis après ça, ben, j'étais pas sûre au cégep de quel parcours j'allais choisir, que si j'allais choisir des communications, parce que tu as le choix d'aller, si tu veux être journaliste, tu peux aller en sciences humaines ou tu peux aller en communication. Puis moi, j'ai choisi les sciences humaines au cas où parce que j'étais un petit peu hésitante à cause de mes parents. J'étais comme, peut-être que je vais devoir prendre des cours, peut-être que le droit m'intéresse aussi.
Donc, tu voulais t'ouvrir des portes. Fait que je voulais m'ouvrir des portes. En communication, tu pouvais pas faire ça. Tu sais, tu pouvais pas rentrer directement à l'université avec tes cours de communication cégep, tu sais. Mais en sciences humaines, tu pouvais avoir plus amplement le choix. Puis, c'est ça, j'ai choisi sciences humaines. Je pense que c'était le profil social, quelque chose comme ça, en tout cas, de ce que je me souviens à l'époque. Les parcours, là. Ouais, les parcours. Puis après ça, ben, je suis rentrée à l'université. C'est drôle parce qu'à l'époque, la quotaire était tellement très élevée pour rentrer dans les communications, surtout dans les profils journalistes. Oui, encore aujourd'hui, c'est contingenté. C'est très, très, très contingenté. Et à l'époque, c'était contingenté autant que la médecine. Fait que c'est pour... ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'allais dans un cégep privé, puis tout le monde avait des bonnes notes. Fait que c'était difficile pour moi d'atteindre cette quotaire-là, mais puis pourtant, j'avais des bonnes notes, là. Tu sais, mais j'étais une étudiante excellente, mais j'étais pas comme une brain, là. Mais, tu sais, mais en tout cas, j'aimais faire la fête aussi. C'était cégep à l'époque, puis je me souviens qu'à la fin de mon cégep, je me disais, regarde, je vais aller dans quelque chose que j'ai adoré faire. J'ai été dans l'histoire de l'art. Puis j'avais rencontré une conseillère à l'orientation qui m'avait dit, prends des cours à l'université que tu aimes vraiment, ça va monter ta quotaire, ta cote Z, en fait, puis ensuite, tu vas pouvoir appliquer dans le programme que tu veux réellement. Puis c'est ce que j'ai fait. J'étais en histoire de l'art et en sociologie, j'ai appris tellement de choses sur le monde. Moi, je suis une passionnée des humains. Fait que j'ai beaucoup appris de cette année-là en prenant des cours optionnels, etc. Puis après ça, j'ai appliqué dans le programme communication profil média à l'Université de Montréal. Puis c'est comme ça que je suis rentrée. J'ai fait mes 2 ans de bac, 2 ans et demi. Ouais, de bac en communication profil média. Ouais, fait que c'est ça mon parcours scolaire. C'est super intéressant. Maintenant, je vais donner les options de parcours académique. Oui. Donc, selon le site mondemploi.ca, il existe plusieurs programmes de formation reliés aux journalistes. Donc, tout d'abord, au Cégep de Jonquière, en fait, on peut faire la spécialisation journaliste, technique de communication dans les médias. Très populaire d'ailleurs, le Cégep de Jonquière. Exactement, pour ça, il est reconnu pour ça. Ensuite, la spécialisation animation et production radiophonique, technique de communication dans les médias et aussi technique de communication dans les médias. Au niveau universitaire, maintenant, il y a le bac en communication, création, médias, télévision qui est donné à l'UQAM. Comme on disait tantôt, c'est contingenté. Très contingenté. Exactement. Puis vous pouvez faire la maîtrise aussi, bien sûr. Ouais. Ensuite de ça, il y a le bac en affaires publiques et relations internationales. Donc ça se donne à l'Université Laval. C'est contingenté aussi. Tu peux aussi faire une formation universitaire en économie, politique, philosophie ou sciences sociales pour y parvenir, parce qu'il y a différents sujets qu'on peut aborder dans l'actualité ou quoi que ce soit. Donc, c'est très pertinent d'avoir ces domaines-là aussi. Puis, pour plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller sur le site mondemploi.com. Ensuite, pour terminer, j'ai fait d'autres recherches, puis j'ai vu aussi qu'il existe l'école de radio et de télévision ProMédia. Très populaire ProMédia. J'ai beaucoup de mes collègues qui ont passé par là. Qui ont passé par là. C'est plus rapide à ce moment-là. Ben, c'est plus rapide, mais c'est sûr que la formation académique universitaire va t'apprendre des choses que ProMédia ne t'apprend pas nécessairement. Très bon pour avoir entendu mes collègues parler de ProMédia, je trouve que ProMédia, c'est complémentaire à ton bac. Je trouve que tu es plus dans la technique dans ProMédia, comment tu tiens un micro, c'est comment tu écris un lead, tu sais, c'est très, 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 très technique. On est vraiment dans le concret. Tandis que là, à l'université, on est dans la théorie. C'est ça. Ouais. Fait que je trouve que c'est l'un complémente l'autre. Ouais. Très intéressant. Voilà. Parfait, on prend des notes. Puis maintenant, j'aimerais savoir ton parcours professionnel. Ouais. Donc, tes expériences de travail, là, on veut tout savoir. Mon parcours professionnel. C'est bon. Les montagnes russes. OK. Ben moi, j'ai commencé par un stage à l'Université de Montréal. On cherchait une stagiaire en recherche pour Star Academy à l'époque, en Prodigy. OK. Production J qui appartenait à l'époque qui appartient encore aujourd'hui à Julie Snyder. Et donc, c'était gros à l'époque. C'était énorme. Puis moi qui voulais absolument percer dans le milieu de la télévision,
Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'applique à cette opportunité de stage. Et donc, j'ai appliqué, puis j'ai été retenue. Il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs stagiaires, puis j'ai été une parmi tant d'autres qui a été choisie. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te sois démarquée, selon toi? Je pense que c'est mon entre-genre, je pense que c'est mon enthousiasme, je pense aussi que c'est le fait que j'avais pas peur de travailler des longues heures gratuitement. Ah, OK, c'est bon. OK. Je sais qu'aujourd'hui, les Gen Z veulent plus travailler gratos, mais je l'ai fait. C'est bon, c'est bon. Ouais, je pense que c'était... Ça a valu la peine. Ouais, ça a valu vraiment. C'est mon sac qui vient de tomber. Non, c'est ça, je pense que ça a valu la peine. Je pense que je leur avais tellement vendu ma salade comme quoi, genre, j'étais une fan de la télévision, puis c'est là que je voulais m'en aller. Puis j'avais beaucoup d'énergie à l'époque. C'est l'énergie de la jeunesse, je pense. Wow. Et donc, puis c'était des longues heures, effectivement, parce qu'on nous demandait des gros dossiers de recherche qu'on remettait. Ben, en fait, la chef recherchiste passait à travers. Puis ensuite, c'était quand même remis à Julie Snyder, tu sais. Ouais. Fait que j'ai eu la chance de rencontrer des géants comme René Angélil, comme Lady Gaga à l'époque, qui avait sorti son premier single. Wow! Ben ouais, t'as vu? À Star Academy. À Star Academy, était venue faire un show. Ouais, Céline Dion était venue faire un numéro. Hey, Charles Aznavour était venu faire un numéro. Fait que j'ai rencontré des grandes vedettes. Puis je voyais un peu comment ça fonctionnait, le déroulement d'une émission de télé. Surtout, t'as eu les meilleurs débuts, on va se le dire. Ben oui, c'était assez intense. Puis après ça, j'ai eu un stage en radio. J'étais la recherchiste aussi de Mitsu, qui, elle s'occupait de tout ce qui était art et spectacle à l'époque. Fait que moi, c'était vraiment ça. Là. Moi, j'ai le showbiz, là, j'avais ça dans moi. Moi, j'ai toujours dit que dans une autre vie, j'étais une disco queen. Puis que j'aimais le monde de la musique, puis que j'aimais les artistes. Puis c'est vrai, c'est encore aujourd'hui, j'ai un amour profond pour les artistes. Puis à commencer dans ce milieu-là, est-ce que tu t'es sentie comme un peu intimidée ou quoi que ce soit? Ou... Je vais dire quelque chose que les gens vont faire. Anne-Lise, t'es capotée. Non. Non? Tu te sentais déjà à ta place. T'es born to be a star, c'est ça? C'est ça. Me suis jamais sentie out of place. C'est sûr que je me suis sentie, tu sais, j'avais beaucoup de choses à apprendre, tu sais, faut savoir que quand tu commences, il y a personne qui te prend par la main. J'imagine. On te lance et on te dit, débrouille-toi. Fait que pour l'avoir vécu, il faut vraiment faire tes preuves. Il faut vraiment avoir un sens de la débrouillardise et de l'autonomie très aiguisé. Il y a personne qui te prend par la main et fait « Ouais, tu peux faire ça. » Oui, tu vas te faire des alliés au fur et à mesure que tu rencontres des gens puis qu'il y a des gens qui vont t'analyser ta personnalité. Puis c'est un monde un peu des fois requin, c'est un monde un peu des fois ingrat. Mais on dirait que je savais que j'appartenais à ce monde-là déjà. Fait que j'étais vraiment prête. Ouais, j'avais ça mais c'était dans moi. Tu sais, c'est quelque chose que je me suis dit que ça m'a aidé, en fait, à pouvoir percer ensuite. Mais c'est ça, j'ai un parcours assez... mais en ce moment, je faisais 0 argent. OK. T'as fait ça longtemps comme ça, sans argent? OK, fait que mon stage à Star Academy, ça a duré le temps de janvier. C'était donc la deuxième période de janvier en avril, je pense, ou mai. Parce que tout de suite après, j'ai eu mon stage de l'été, de mai à août. Quelque chose comme ça, pour la période de l'été. Puis après ça, c'est drôle, il y avait une de mes amies qui travaillait à l'époque à Séquoia, dans les ventes. Puis elle m'a dit, hey, ils recherchent une réceptionniste, quelqu'un qui va prendre les appels des auditeurs. Puis à l'époque, c'était fort, là, on recule de là, il y a 11-12 ans. OK. Mais est-ce qu'elle a été une plug pour toi? Ouais, elle a été quand même une plug parce que, tu sais, c'est qui tu connais. C'est ça, hein? C'est beaucoup de gens. Mais tu sais, moi, j'aime toujours dire que c'est qui tu connais, ton talent, tu sais, mélange ensemble. Ouais, c'est sûr. Puis une question de timing. Tu sais, souvent, c'est, hey, on savait pas, on cherche quelqu'un. Tu sais, c'est un timing, c'est l'été. Ben oui, je connais quelqu'un qui ferait ça. Puis après ça, ben en plus, elle est talentueuse, elle est joviale, elle a un sens de débrouillardise, puis le bingo, t'as la job, tu sais. Mais
Quand ces trois c'est ça. Quand ces trois éléments-là se rencontrent, c'est là que je pense que tu peux vraiment ouvrir des portes. OK, super. Fait qu'on retient talent. Ouais. Ce qui tu connais, les contacts. Le réseau, c'est ça. Le réseau, les contacts. Ta personnalité. Ouais. La personnalité. Faut pas que tu sois quelqu'un qui se laisse facilement intimider parce qu'on va t'écraser, là, parce que c'est toutes des grosses têtes qui sont là-dedans, autant en arrière de la caméra qu'en avant, là. Fait que. Mais c'est pour ça que t'as bien fité dans ce milieu-là. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. C'est génial. Mais tu sais, en journaliste, tu retrouves toutes sortes de personnes. Je veux dire, il y a des journalistes télé, des journalistes à l'écrit. Moi, quand, non, parce que je veux finir mon parcours, mais quand je suis rentrée au Journal de Montréal, je veux dire, j'étais pas mal la seule de mon baril, j'aime bien dire, de mon persona. Parce que je trouvais que il y a beaucoup de journalistes à l'écrit qui sont très dans leur cocon, qui font leur truc, un petit côté intellectuel très, très pointu, qui aiment pas se faire voir, qui sont dans l'enquête. Ben, on en a besoin des journalistes comme ça aussi. Oui, c'est ça. Puis moi, j'étais là, fait qu'il y a toutes sortes de personnalités. Fait qu'inquiétez-vous pas, si vous êtes comme ça, vous avez le droit aussi à votre place. Mais en télé, c'était plus, dans mes stages, c'était plus des grosses têtes. Mais après mes stages, donc c'est ça, mon ami m'a permis d'un peu rentrer dans le monde de la radio. Puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, là, j'ai commencé à avoir une job d'été comme recherchiste à la radio. Puis c'était pas rien parce que c'était de la recherche au 98.5, qui est une radio parlée, c'est la radio parlée la plus écoutée, je pense même au Canada, si je ne m'abuse. Et donc, très concentrée sur les affaires publiques. Donc, ça m'a vraiment réveillée à quel point il y avait des choses qui se passaient dans le monde, puis à quel point les politiciens, ils ont un rôle extrêmement important dans comment évolue notre société. Puis là, je commençais à avoir des contacts de politiciens à mon téléphone. J'étais là, mais mon Dieu! Mais d'avoir aussi des contacts avec le chef de police, de comment fonctionne notre société, tu sais. Ben oui. Fait que c'est comme ça que j'ai vraiment mis un pied dans les affaires publiques, puis j'ai vraiment commencé à avoir une passion pour ça, tu sais. Fait que tranquillement pas vite, fait que là, j'ai eu mon stage. Puis là, après ça, drôle de fait, on est venu me chercher pour une émission de télé à l'époque qui s'appelait Call TV. Qui était une émission, là, si vous vous souvenez, c'était aujourd'hui, ça s'appelle V-Télé, mais à l'époque, je pense que c'était TQS qui avait ça. Puis c'était tard le soir, puis c'était comme un genre de quiz. Puis là, t'avais une animatrice qui disait « Appelez-moi de l'or. » je m'en rappelle. Oui. On s'en souvient de ça? OK. Fait que j'avais passé l'audition, puis les producteurs, puis c'est ça, c'est des producteurs autrichiens qui faisaient cette émission-là. Puis là, je m'envolais là, dans 2-3 mois, je m'envolais en Autriche. Et j'avais 24 ans à l'époque, mon Dieu. 24, 25, 26, en tout cas, dans ces eaux-là. Puis moi, j'étais prête, là, j'avais tout lâché, la radio, les stages. J'étais comme, OK, c'est parfait, là, je m'en vais réaliser mon rêve de télé. Puis finalement, ils ont fait faillite. Fait que je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Peut-être que cette émission-là m'aurait peut-être mis dans un cadre, puis peut-être que j'aurais pas fait les choses que je fais aujourd'hui, parce que c'était plus ou moins bien pris au sérieux, malgré qu'il y a des animatrices comme Evelyne Audet qui fait après ça les sports, qui est devenue animatrice télé, radio, qui a même écrit dans la presse. Donc on sait jamais les débouchés. Il y a des filles qui l'ont fait puis qui ont eu des extraordinaires carrières, mais il y en a d'autres qui l'ont fait puis ça fait pouet. Fait que tu sais, on sait jamais. Mais j'ai été appelée pour ça. Puis là, il y a eu un gros trou parce que là, je me suis retrouvée sans travail. J'avais dit non à tout, puis l'été, tu sais, ça se décide tellement d'avance qui va travailler où, les postes sont pris. Fait que pendant un petit bout, je me suis retrouvée un peu devant rien. Puis là, j'ai contacté un gars qui s'appelait Irois. À l'époque, il faisait Montréal TV. Puis là, il faisait tout ce qui était événements dans la ville. Tu sais, fait que c'était le début d'Internet, c'était le début de mettre des vidéos sur YouTube. Tout ça, c'était les balbutiements de. Ben oui. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos comme animatrice pour Irois.
Ça s'appelait Montréal.tv. Si Oui. les gens... Ben oui, ça me dit une quelque petite chose. référence. Fait qu'on Ben oui. faisait tous les tapis rouges, les premières, etc. Puis c'est drôle parce que quelques années plus tard, je me catapulte et là, je deviens recherchiste pour une radio 91.9 qui voulait être la compétition du 98.5. Ah, OK. Fait que c'était une radio parlée à Québec qui s'en venait à Montréal. Puis bref, fait que là, je suis recherchiste pour une animatrice qui s'appelle Sophie Bérubin à l'époque. Et là, je deviens la recherchiste en chef et c'est moi qui contacte les députés, c'est moi qui contacte les attachés de presse, c'est moi qui... Fait que t'as vraiment monté dans les échanges. Je plonge dans les affaires publiques avec elle, on a des grosses entrevues, c'est vraiment le fun, mais je gagne des peanuts. Mais c'est correct, je commence à gagner ma vie dans les médias. Et donc, faute de budget, je pense que Radio X, c'est ça, ils font faillite parce que c'est des gros salaires. Le monde des médias est vraiment en train de changer à l'époque. Il y a comme un éveil de comme, OK, les médias sociaux s'en viennent vraiment, tu sais, ça a été un choc, prennent beaucoup du galon, tu sais. Ouais. Et donc, après ça, j'avais en fait interviewé une journaliste du Journal de Montréal qui était venue à notre émission à Radio X. Puis, je m'entendais très bien avec elle. Puis, je la contacte sur les réseaux sociaux, puis j'ai dit, Isa, par hasard, est-ce qu'on chercherait peut-être, tu sais, comme journaliste et tout, elle dit, ben regarde, voici le courriel. Tu vois, quand je parle de contact, talent, opportunité, c'était vraiment ce triangle-là. Fait que je lui demande, et là, elle me dit, ben oui, voici notre directeur qui engage les journalistes de l'information, notre directeur d'information qui engage les journalistes, envoie-lui ton CV, tu sais jamais, tu sais, s'il va te rappeler. Puis comme le fait, il m'a rappelé. Oh, yes! T'es Il m'a née sous rappelé. une bonne étoile. I guess! Il m'a rappelé. Mais ça, c'est, tu sais, on parle de comme ça, c'est sur 2-3 ans, là, tu sais, un bon 2-3 ans. Puis là, je commence au Journal de Montréal, dans les faits divers, puis c'est pas facile. Là. OK. Pourquoi tu dis que c'était pas facile? C'était pas facile parce que je trouvais que, bon, premièrement, j'avais pas le profil type de la journaliste à l'écrit. Je pensais vraiment que j'allais faire du showbiz, moi, dans la vie, puis que j'allais être la fille de TVA qui allait devant un tapis rouge, qui allait interviewer les artistes, puis c'était pas du tout ça, là. On parle d'incendie, on parle d'enlèvement, on parle de bombes qui éclatent, on parle d'aller trouver des nouvelles, de faire des gros dossiers de recherche, on parle de... Comment tu t'es sentie là-dedans? Être challengée. Ouais, hein? Je me sentais challengée. Ouais. Mais j'apprenais énormément beaucoup, puis je suis quelqu'un qui adore apprendre, tu sais. Fait que t'as fait ça combien de temps à peu près? J'ai fait ça une année. Une année? Ouais, une année, puis tu sais, c'est moi qui est allée couvrir aussi, tu sais, on parle de Lac Mégantic parce que ça va faire, je pense, 10 ans où il y a le documentaire qui est sorti il y a pas très longtemps. Puis je me rappelle d'être avec Yves Boisvert que vous connaissez, qui est un journaliste extraordinaire à TVA Nouvelles, qui sont toujours plein de scoops. Puis on était comme en compétition de savoir qui allait trouver le chauffeur du train qui a fait, dans le fond, dérailler le train au Lac Mégantic. Puis finalement, c'est moi qui ai eu du scoop, puis pas lui. Fait que ça, j'ai vraiment été fière de ça. Oh, wow! Ouais, bravo. vraiment. Okay. Mais tu sais, en même temps, tu sais, j'étais là, hey, je m'en vais conduire dans un village, il faut demander aux gens. Tu sais, il faut avoir du guts quand t'es journaliste. Ça. Comment ça fonctionne? Faut avoir les yeux. Faut avoir... Exact. Fait que c'est toi qui vas fouiller sur le terrain, en fait. Faut pas avoir peur. Faut avoir du cran. Ouais, vraiment. Du cran, puis des fois, tu sais, je me surprenais à dire, oh my God, on dirait que je me fous un peu de comment les gens se sentent. Puis c'est là où j'ai un peu reculé, mais je me disais, oh my God, on dirait que je suis une personne devenue comme un peu robotique. Tout ce que je veux, c'est comme avoir ton scoop. C'est avoir mon scoop. Tu sais, mais il y a ça aussi dans le journalisme, mais finalement, on a vu que c'était pas pour moi, là. C'est fait divers. Ouais, OK. Mais est-ce que tu dirais que les scoops, c'est vraiment l'élément clé qui va te faire percer en tant que journaliste? Les scoops, plus t'en as, mieux c'est. Ouais, c'est ça. Plus il y a un gros scandale, tu sais, c'est drôle parce que j'écoutais le documentaire de sur Arnold Schwarzenegger qui vient de sortir sur Netflix, puis il y avait un journaliste de LA Times qui parlait, puis qui disait, parce que quand tu rentres en politique, les journalistes, ils fouillent.
Ça, il faut le savoir. Ben oui. Parce qu'on est des fouineux. Puis ce journaliste-là avait trouvé des scandales des scandales sexuels par rapport au personnage de Arnold Schwarzenegger. Puis de sortir ça en pleine élection, parce que lui, il courait pour devenir gouverneur de la Californie. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est ça. Le journaliste, lui, il a trouvé son scoop. Puis le scoop, c'était les 12 femmes ou les 14 femmes qui disaient que Arnold Schwarzenegger avait eu des conduites sexuelles. Quand tu sors des bombes de même, là, après ça, c'est quelque chose qui peut devenir mondial. Là. Puis dans le cas d'Arnold Schwarzenegger, c'est devenu mondial. Fait qu'on n'oublie jamais ton nom, tu sais, après ça. Vrai, c'est ça. Fait que oui, on est toujours à la recherche. Faut chercher des bibittes, là, tu sais. Surtout quand c'est en politique, les journalistes qui sont sur le beat, parce qu'on a différents beats. Tu sais, quand on est arrivé au Journal de Montréal, ils se disaient, ça va être quoi ce beat? Là, c'est sûr, quand tu commences, ils te mettent sur les faits divers. Puis après ça, il y a des gens qui sont sur le beat de la santé. Il y a des gens qui sont sur le beat de l'éducation. C'est tous des gros dossiers dans lesquels les gens ils s'attardent à lire. Tu sais, puis tu deviens un spécialiste de ton sujet. Mais oui, c'est ça. Tu deviens non seulement spécialiste, mais les gens vont devenir... En fait, si tu as un scoop, tu vas devenir la référence. Pour ce genre de sujet-là. Fait que tu avais des enquêtes policières, il y a des journalistes qui sont devenus des spécialistes de la mafia, de tout ce qui était organisation criminelle. Quand je pense à Félix Séguin, lui, c'est ça son beat. C'est ça, fait qu'en jargon, journaliste, on dit avoir un beat. C'est vous qui le trouvez, le beat? Ben souvent, c'est qu'on C'est comme une niche, si on veut, oui, le c'est beat. Ça. Ça. Le beat, c'est une niche, c'est ta spécialité, dans le fond. Mm-hmm. Puis je pense que ça se fait au fil des années, dans le sens que tu commences à aimer vraiment quelque chose. Fait qu'au début, t'es un peu pitché à gauche, à droite, c'est toi qui ramasses les miettes. Mm-hmm. Puis après ça, tu fais « Ah, mon Dieu, j'aime bien ça, l'éducation. Oh, mon Dieu, j'aime bien ça la santé. Oh, mon Dieu, j'aime bien ça. » Tu sais, il y a Michael Nguyen, nous, on l'appelait gentiment le rat de palais. Parce que il était toujours, encore aujourd'hui, c'est le spécialiste de tout ce qui se passe au palais de justice. Fait que lui, il reçoit les dossiers des poursuites ou etc. Fait que c'est toujours au palais de justice de Montréal, il est tout le temps là, Michael. Tu sais, quand il y a un gros procès, c'est Michael qui va être là, tu sais. Fait qu'on a tous nos beats. Ouais. C'est comme ça que ça commence. Puis après ça, moi, mon beat, c'est pas tous les faits divers. Fait que tout ça pour dire que, ils ont dit, Anne-Vie, on dirait que tu connais beaucoup le monde artistique. Fait que comme j'avais commencé en télé, puis etc., je m'étais fait beaucoup de contacts comme ça. Fait que j'ai commencé à faire du showbiz, puis j'ai commencé à faire de l'art de vivre. Puis là, c'est ça, là, c'était plus mon beat. Ouais. Trouvé là-dedans. Ouais. Fait que j'ai fait un bon 6-7 ans à faire ça. Faire tous les tapis rouges, inimaginables, la Formule 1. J'ai interviewé Gwyneth Paltrow, puis là, ça a fait une du Journal de Montréal. Arcade Fire, j'ai interviewé plein de stars. Comment tu fais pour avoir ces noms-là? C'est-tu toi qui fonces? Comment ça fonctionne? Je veux savoir. OK. Mais souvent, comment ça fonctionne, c'est que tu as toujours des relationnistes. Dites-vous que votre meilleur ami, c'est un relationniste. Okay. Moi, je me suis fait beaucoup amie avec les relationnistes. Puis les relationnistes, c'est eux qui s'occupent souvent des artistes. Oui. Ça aussi, c'est un autre beau métier en perspective, quand vous faites votre choix à l'université, les relations publiques. Puis les relations publiques, c'est autant l'attaché de presse aussi en politique. C'est pas le même travail, mais ça se ressemble. Interviewer. Mais ça se ressemble beaucoup. Ouais. Et c'est le relationniste qui fait toujours le pont avec le journaliste. OK. Parfait. Et donc, les relationnistes, quand ils voyaient mon nom dans le journal, ils disaient, elle, ça va être mon allié, parce que toi, j'aime bien l'expression « You scratch my back, I'll scratch yours ». Fait que si t'as un scoop comme quoi ton artiste va sortir un nouvel album avec Céline Dion, je dis n'importe quoi, mais tu dis « Anne-Vie, elle va le sortir, la nouvelle, parce qu'elle est au Journal de Montréal, c'est big, ça va sortir. » Fait que c'est comme ça, on avait toujours cette espèce de relation-là, puis il y a tel événement, la première, je sais pas moi, de Notre-Dame de Paris. Fait qu'il va y avoir tant de vedettes, voici mes têtes d'affiche. Fait qu'on est invité à aller voir un extrait de la pièce, par exemple. Ouais.
Puis on a la chance de les interviewer, les artistes dans ce cas-là. Fait que c'est vraiment beaucoup les relationnistes qui font le pont entre le journaliste et c'est ça. Fait que moi, j'avais la chance grâce aux relationnistes qui me donnaient des hints, d'aller interviewer ces grandes stars-là, souvent. OK, c'est génial. Fait que c'est important, la relation. Ben oui, c'est important. Super important. Ouais. Parfait. Ouais. Excellent. Puis, est-ce qu'on a touché un peu à tout? C'est tellement intéressant. Ben c'est ça, après ça, Journal de Montréal, après ça, c'est ça, je faisais 24 heures. Puis, c'est vrai, en 2020, c'est vrai, je n'ai même pas fini mon parcours. En 2020... pendant la pandémie? Ben c'est ça, il n'y avait plus d'événements. Mais non, c'est ça. C'était terminé. Fait que, qu'est-ce que tu as fait? Ben, ça m'a fait du bien. Je couvrais plus rien. Pendant un mois, j'ai rien foutu. C'était vraiment exceptionnel. Un petit break. Moi, je travaillais du 9 à 9 là, tous les jours. C'est des longues heures. Oh, ben oui. Parce que tu couvres des événements en soirée tout le temps. Puis le jour, tu es là pour écrire. Mais en tout cas, on va s'en parler. C'est pas une journée typique. Mais ça pour dire que j'ai rien foutu. Puis en pandémie, en période pandémique, les médias étaient devenus une espèce de besoin essentiel. Puis on m'a réengagée, les 24 heures a cogné à ma porte, puis il m'a dit, Tiens, Anne-Sophie, on a besoin de journalistes, puis on sait que ça fait longtemps que tu travailles pour la boîte. Je pense que ce serait un élément, clé, pourrait ajouter à la couverture qu'on fait de tous les aspects de la pandémie. Puis j'ai dit, OK, ça me tente, je vais au moins recommencer un peu à travailler, puis à me remettre dans le bain. Puis c'est là que je leur ai proposé, est-ce que je peux faire de la chronique, est-ce que je peux faire de l'opinion? Parce qu'il y avait tous ces mouvements sociaux-là aussi en pandémie qui ont émergé, le Black Lives Matter, le mouvement MeToo, la diversité dans les médias. Puis moi, j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ça parce que ça faisait des années là, que je me disais, mais mon Dieu, que j'aurais des choses à dire quand justement, je roulais ma bosse, au Journal de Montréal, les 24 heures. Avec ta plateforme que tu as. Exact. Puis là, j'ai commencé mon premier texte, c'était par rapport à Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui se présentait, puis son mari était blanc, puis se disait, est-ce qu'elle est moins noire ou moins... parce qu'elle a marié un blanc, puis c'était ça ma première chronique, puis ça a eu un énorme succès. Mais depuis, je fais de la chronique. Puis ça me va, j'adore ça. Fait que t'es à ta place, là. Oh mon Dieu, oui. Je suis à ma place. Pour le 24 heures. Ouais, exactement. Puis je fais, vive Gourou, je fais moins de Je fais moins de lifestyle et d'art et spectacle, mais j'ai toujours un amour très, très, très profond. Puis je continue à en faire une fois de temps en temps. Mais ma veine est plus, on dirait, dans la justice sociale maintenant. T'es devenue militante pour les bonnes causes. Avec ma plume, j'aime bien dire que ma plume est devenue mon arme. Wow! Voilà. OK, excellent. C'est ça mon parcours! J'ai l'impression d'avoir tellement trop parlé. Mais non, c'est un beau parcours super intéressant, on aime ça. Fait que, ce que je voulais savoir aussi, c'est, t'as répondu, en fait. C'était mon autre question, si ça a été difficile de trouver un travail à la sortie de tes études. C'était quelque chose. Ouais, parfait. Ensuite de ça, c'est quoi que ça fait une journaliste, en fait? C'est quoi tes tâches? Ben, le matin, moi, j'aime bien dire qu'on fait notre espèce de revue de presse. C'est-à-dire, c'est un conseil que m'avait donné mon directeur de l'information quand je suis rentrée au Journal de Montréal. Il m'avait dit, tu dois être au courant de tout ce qui se passe. Tu dois être une mordue, une obsédée des nouvelles. Puis dans la revue de presse, en fait, ça fait un survol des sujets de toutes les premières pages des journaux. Ce que tu veux highlight, en fait, c'est ça. En fait, c'est comme quand t'es journaliste, tu survoles, puis c'est ce que font toutes les recherchistes aussi, que ce soit en télé ou en radio, mais tu fais un survol de toutes les têtes, les titres importants de la journée. C'est ça. Tu mets des mots-clés, en fait? C'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, aujourd'hui, c'est encore la température et le smog et le combat des feux de forêt, par exemple. OK, bientôt, on déménage, c'est le 1er juillet, demain. Est-ce
est-ce que il y a des gens qui vont se retrouver sans loyer? Fait que c'est ça les plus grands, les grands titres. Il faut vraiment faire un survol. Puis le New York Times, qu'est-ce que ça dit le New York Times? Tu regardes ailleurs Ah, aussi. je regarde ailleurs, ben oui, parce que surtout aux États-Unis, parce qu'ils ont une licence directe avec le Canada, tu sais. Je regarde le Globe and Mail dans le côté anglophone. Je regarde la Gazette ici à Montréal. Je fais vraiment un survol des grands titres. Puis après ça, je m'imprègne de ça, puis je me dis, OK, est-ce que j'aurais quelque chose à dire par rapport à ces grands sujets-là? Ou est-ce qu'il y a quelque chose sur les médias sociaux aussi? Tu sais, je fais un survol aussi de ce qui se passe en France, tu sais, de ce qui se passe, tu sais, dans le monde en général, tu sais. Et donc, après ça, je me fais une tête, puis souvent, je vais proposer mes sujets à mon chef de pupitre. Puis c'est là que le chef de pupitre dit, ouais, David, tu vas travailler, tu sais, une journée typique de journaliste, c'est OK, ben voici ce que j'ai vu d'intéressant, voici ce que je voudrais peut-être travailler. Est-ce que t'aurais pas un beat, mais est-ce que tu aurais un sujet sur lequel tu voudrais que je fasse une couverture, tu sais? C'est dépendant de ton beat. Tu sais, si ton beat, c'est l'éducation, ben est-ce que Bernard Dréville a pas fait bouffon de nuit en disant quelque chose, ou est-ce que les professeurs, finalement, ont gagné leur bataille avec leur syndicat par rapport à, tu sais, leur convention collective. Tu sais, il y a tellement de choses dépendant de ton beat, mais tu trouves ce qu'il y a de nouveau, un élément nouveau tout le temps. Puis c'est là que tu parles à ton chef de pupitre, tu dis, écoute, je vais travailler là-dessus, puis là, ta journée va aller comme ça. Puis tu fais des appels, puis là, nanana. Après ça, tu rappelles ton chef de pupitre qui va te demander qu'est-ce que tu as foutu de ta journée. Puis finalement, ton sujet, est-ce que ça aboutit dans quelque chose? Fait que là, ton chef de pupitre va te dire... C'est comme ton supérieur immédiat? Ouais, exactement. OK. C'est ton supérieur immédiat. Puis souvent, les journalistes, dépendant de leur beat, ont des chefs de pupitre immédiats, qui vraiment relisent leurs textes, puis qui vont revoir l'angle avec eux. Puis, mais ça, c'est des magnats de journalistes qui ont déjà été journalistes. Fait qu'ils savent exactement comment remanier un texte, ou quelle langue prendre, tu sais. Ils ont l'expérience. Ben oui, ton chef de pupitre, c'est ton cerveau, souvent. Ouais. Parfait. Ouais. Puis, y a-t-il autre chose aussi qu'il faut savoir dans la journée typique d'une journaliste? Est-ce que les journées se ressemblent? Non, les journées sont jamais pareilles parce que des fois, là, l'hameçon ne monte pas à l'eau, puis des fois, l'hameçon mord beaucoup. Tu sais, ça dépend. Si je suis en train de courir après un ministre, tu sais, le ministre, des fois, il peut être... Courir après, tu veux dire vraiment littéralement? Si je veux, si je veux parler à un ministre, mais tu te rends des fois sur place pour aller leur parler? Non, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si tu reçois le fameux communiqué de presse qui dit qu'on convoque une convocation de journalistes parce que tel ministre va parler de ton beat, justement, ben c'est sûr que tu vas te rendre sur place. C'est ça. C'est normal. Mais s'il y a une nouvelle qui vient de tomber puis c'est à chaud, il y a pas de conférence de presse, puis tu veux absolument parler au ministre, mais ça se peut qu'il est tellement occupé puis c'est tellement dans ton pain qu'il t'appellera pas toi en premier, tu sais. Fait que chaque journée est comme différente, tu sais. Moi, en chronique, c'est différent parce que quand tu fais de la chronique, c'est ton opinion. Puis oui, des fois, c'est fun de parler à des gens parce que ça solidifie tes propos. Mais si c'est que toi puis ton opinion, tu sais, je veux dire, tu ponds un texte puis c'est bingo, là, tu sais. Mais il y a des journées qui étaient comme, oh non, j'aimerais ça parler à 3-4 personnes qui ont vécu la même chose. Puis là, ça prend du temps, ils te rappellent pas. Puis tu sais, c'est du gossage. Puis si tu fais de l'enquête, ça, c'est long. Ça, c'est très, très long. Fait que chaque journée est différente. OK. Ouais. Super. C'est vrai. Ouais. Maintenant, selon toi, c'est quoi les qualités, les compétences que doit avoir un bon journaliste ou une bonne journaliste? Mais j'en parlais tantôt. Je pense qu'il faut avoir vraiment beaucoup de cran. Oui. Je pense qu'il faut avoir une curiosité. Il faut être curieux. Oui, certainement. Faut aimer... J'imagine la rigueur aussi. Ouais. Faut être très rigoureux. Très, très, très rigoureux. Ben, faut aimer la langue française, là. Faut savoir écrire. Ben oui, il faut savoir écrire. Ça, c'est indéniable. Oui. Puis je pense aussi, dans mon cas à moi, faut avoir une espèce d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire, faut aimer les êtres humains. OK. Mais dans mon cas à moi. Puis ça m'a beaucoup servi, moi. Il y a des journalistes qui n'ont
qui n'aiment pas nécessairement les êtres humains et qui sont socially awkward, j'en ai rencontré, mais qui sont excellents pour leur texte. C'est des machines à texte. Tandis que moi, je suis pas une machine à texte, mais ça m'a pris du temps, là, capable de construire un texte journalistiquement parlant. Là. Ouais, okay. Ça m'a pris du temps de savoir qu'un livre, qu'est-ce qui accroche? Parce que mon directeur d'information me disait, ça prend à peu près 10 à 12 secondes quand quelqu'un lit ton texte pour voir s'il va continuer ou pas. Okay. Fait que ton livre doit être très fort. C'est comme un CV, ça? Oui. Moi, ça m'a pris du temps, mais j'étais toujours capable de tirer les verres du nez à n'importe qui. Puis ça, c'est parce que... T'as du cran? Il y a du cran, mais il y a de l'intelligence émotionnelle. OK. Je vous donne un exemple. La façon que tu t'exprimes avec eux, ouais. sont à l'aise dans en fait, c'est que je suis capable de commencer par une question puis de les ramener à la réponse que je veux exactement. Ouais, tu sais comment cadrer. Exactement. Puis c'est pas tout le monde qui a ça. Il y a des gens qui vont juste poser la question parce qu'ils ont du cran, mais c'est tellement fait du tac au tac que des fois, la personne, elle se sent comme attaquée. Mais c'est pas comme ça que tu as la réponse que tu veux. Fait que dans la manière de la manière de le faire, puis ça, je l'ai, ça. Je suis capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être les gens me trouvent sympa, ou c'est peut-être mon énergie. Définitivement, tu me mets à l'aise. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est une très grande qualité à avoir quand on est journaliste. Puis ça te permet d'aller dans des sphères, dans les endroits que tu t'aurais jamais pensé où aller. Puis, ben oui. Ouais. T'as-tu beaucoup voyagé dans ta carrière de journaliste? J'ai quand même voyagé. Ouais, j'ai quand même voyagé. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, j'ai une de mes très bonnes amies, elle est journaliste spécialisée voyage. Elle fait que voyager. Super, c'est le fun. Ouais, vraiment. Okay. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qu'un ou une journaliste n'a pas le droit de faire? De divulguer ses sources. Tu n'as pas le droit de faire ça. Vraiment, mais vraiment pas. Tu n'as pas le droit de copier un autre journaliste. Le plagiat, oui. Le plagiat d'un autre texte, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, ça enlève ta crédibilité. Et vraiment. Je pense aussi que tu n'as pas le droit, dans les citations, de dire n'importe quoi. Il faut que tu respectes quand tu ouvres des guillemets, c'est-à-dire que tu es en train de dire ce que la personne te dit, tu es en train de citer la personne telle qu'elle. Tu peux pas citer une personne à peu près. Ouais, c'est ça. Ou à environ, approximativement. Ouais. Tu peux pas faire ça. Exactement. Il faut que ça soit dans ces mots. Dans les mots dans lesquels ils te disent. Pour ça, il faut toujours enregistrer. Ouais. Parce que souvent, mais oui, tout journaliste enregistre, mais tu ne peux pas... C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent « J'ai jamais dit ça », mais tu as la preuve. Tu as la preuve que la personne, quand elle te confie telle chose, toi, tu le retranscris. Tout doit être supporté par une preuve. Oui, toujours. Les journalistes, fait qu'il n'y a pas de rumeur ou quoi que ce soit, c'est impossible. Quand des journalistes écrivent un texte, c'est qu'il est vérifié et vérifiable. Parfait. On note. Super. Donc, maintenant, ce que je voulais spécifier aussi, c'est selon le site de métierquebec.org, il n'y a aucune condition préalable, en fait, d'ordre légal à la pratique du journalisme. C'est bien vrai? Oui, c'est vrai. Parfait. Donc, on est quand même encadré, hein? Oui. Ouais, c'est ça, je vais continuer. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'une scolarité précise établie par règlement. Pas de stage obligatoire en entreprise avant d'exercer le métier. Mais, en fait, c'est pas comme un médecin, c'est pas comme un médecin. Qui est obligé de faire un internat. Exactement, et plusieurs autres professions, tu sais, à ce moment-là. Ingénieur. Exactement. Il n'y a pas d'obligation légale d'adhérer à un ordre professionnel, mais tu peux devenir membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui, eux, t'offrent un code de déontologie, tu sais, que tu peux voir, mais c'est... Mais souvent, on est on est encadré là, quand on sort des gros dossiers par les avocats de du journal ou de l'entité pour laquelle on travaille. Mais tu peux te faire poursuivre sûrement comme un citoyen normal. Oui, vraiment. Oui. Exactement. Oui. Mais pas dans le même sens que quand tu es dans une ordre professionnelle. Puis il y a aussi l'Association des journalistes indépendants du Québec. Donc, c'est toujours sur une base volontaire. Oui. Parfait. Maintenant, j'aimerais savoir avec qui tu travailles au quotidien.
Ben, mon chef de pupitre, évidemment. Ouais, Ça, c'est... je travaille aussi de concert avec d'autres journalistes, tu sais. D'autres journalistes, mais puis c'est très cool d'avoir une ambiance de salle de rédaction. C'est vraiment cool parce que est-ce que tu sais quel mot qui pourrait dire telle affaire? Ah ouais, let's go. Oh mon Dieu, mon livre, je le trouve un peu plate. Tu sais, comment on pourrait retwister ça? Fait qu'il y a beaucoup Je trouve d'entraide. que, ouais, il y a quand même de l'entraide dans une salle de rédaction. Ça bouge, une salle de rédaction. Est-ce que vous vous sentez en compétition entre vous, des Ah, fois? ça dépend. Moi, je pense que c'est toute une question de personnalité. Moi, je me suis jamais sentie en compétition, mais il y en a qui sont en compétition. Ouais. Ben oui. Les grosses têtes, là, qui sont comme... entre journaux, là, tu sais, qui sont des gens en compétition, mais je la ressens pas, moi. Tu la ressens pas? Non, pas moi. Non. Moi, je pense que de plus en plus, mes patrons qui m'ont donné ma chance, ils ont vu que j'étais juste différente, puis on a accepté ma différence. C'est intéressant. Ouais. Fait que t'es ta propre compétition. Voilà, je suis ma propre compétition. C'est ça. Ça marche. Puis maintenant, on avait parlé aussi relationniste aussi avec qui tu travailles. Bien important. Oui, les relationnistes, je vous aime. Ouais, merci d'être dans ma vie tous les jours. Super. J'imagine que tu travailles avec des photographes. Oui, il y a des photographes. Tu sais, souvent, quand je faisais les tapis rouges, c'était ça. Ouais. C'était moi puis mon photographe tous les soirs. Ils sont super importants, les photographes. Ben oui, c'est ça. C'est grâce à un d'entre eux que j'ai eu le scoop, justement, du chauffeur de train de Lac-Mégantic. Ah ouais? Ben oui, on courait ensemble. Puis là, il était là dans l'auto, puis on était là ensemble, puis il prenait des clichés. Ces photographes d'enquête sont super importants, puis souvent on oublie à quel point une photo, puis c'est drôle parce qu'en tant que journaliste, on nous donnait même une caméra. Ben là, avec les téléphones, c'est parti, là, mais parce que maintenant, on utilise nos propres téléphones, mais on oublie à quel point une photo qui soutient un texte, ça tire de l'imaginaire. Oui, exactement. C'est fou, là. Fait que si t'as une photo d'une maison incendiée... Mais des fois, est-ce qu'il y a du sensationnalisme? Exemple, il y a un titre, puis il y a une photo qui n'a même pas rapport, mais c'est pour mettre l'emphase sur... Mais si ça n'a pas rapport, c'est du sensationnalisme. Mais si ça a rapport, je veux dire, ça va tellement ajouter à ton texte. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que si tu fais un tapis rouge, puis tu dis telle personnalité... Mettons, là, quand j'ai été couvrir Gwyneth Paltrow, qui est arrivée random à l'Agricole pour lancer sa plateforme Goop au Canada, qui est une plateforme, ma foi, internationale, Goop, de bien-être, etc. Puis elle l'a lancé, elle, à Montréal. Parce que ses amis, c'est Arcade Fire. Dites-vous ça. Mais si j'avais pas eu de photo avec Gwyneth Paltrow, mon texte aurait moins eu d'essence, de punch. Tu sais, c'est important, les photographes, effectivement. Ouais. Parfait. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils sont légitimes à notre travail. Ouais. Oh, parfait. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on voudrait faire un petit shout-out? Les relationnistes, les photographes, nos chefs de pupitre, les pupitreurs aussi qui corrigent nos textes. Ouais. Je dirais pas mal ça, les principaux. Ouais. Ça marche. Puis c'est quoi le type de clientèle qui est lié à ton travail, disons à tes chroniques? Ben, ce sont des lecteurs, pour la plupart. Puis ces lecteurs-là, c'est drôle, là, ça varie. Je dirais de 7 à 67 ans, mais tu sais, je dis 7, j'exagère, mais là, le 24 heures vise notamment les 18-44, je dirais, tu sais, vraiment ou même les 16-44, tu sais, la Gen Z qui maintenant veut s'informer, mais s'informer autrement. On est beaucoup dans la vidéo, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, puis là-dedans, on accompagne des textes hyper journalistiques, hyper sérieux, importants. Fait que oui, c'est juste de faire de la nouvelle autrement, tu sais. Oui, vraiment. Parfait. Maintenant, on va parler de tes conditions de travail. Mettons, au niveau des vacances, tu as l'air de travailler beaucoup. Là, quand tu es travailleur autonome, parce que moi, j'ai fait les deux. J'ai été travailleuse autonome, puis j'ai été salariée. Quand tu es travailleuse autonome, tu prends tout ce qui passe. Fait que tu veux tellement travailler. Comme quand je dis travailleuse autonome, c'est que tu es une journaliste indépendante. Fait que tu prends tout ce qui passe, puis c'est ça mon cas en ce moment.
Fait que t'as pas vraiment... Tu choisis un peu quand tu veux prendre tes vacances, puis c'est pas payé pendant que tu prends tes vacances. Au moins, du moins, tu essaies d'économiser pendant que tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, tu te dis, OK, ce mois-ci, j'ai pas besoin vraiment de travailler, j'ai économisé du fric qui compense pour les semaines que je travaillerai pas. Mais sinon, quand tu es salarié, d'habitude, ça commence à 3 semaines à 4 semaines de vacances, parce que c'est ce que j'ai vécu. Puis, t'as tes congés fériés payés, t'as tes semaines de Noël, les congés de Noël, durant le mois de décembre, janvier payés, t'as 2 semaines. Tu sais, comme tout travail. Oui, Ouais. c'est ça. Parfait. Est-ce que vous êtes syndiqué? T'as le Journal de Montréal, ils sont syndiqués. Parfait. Ouais. Excellent. Ouais. Ensuite de ça, au niveau des avantages sociaux. Oui, il y en a, là. Par exemple, je vais prendre pour le 24 heures, tu as des avantages sociaux, tu peux voir un psychologue, tu as des frais dentaires, un certain montant par année. Qu'est-ce que tu as aussi? Massage, les yeux. Tu as plusieurs avantages sociaux. C'est sûr que le salaire, il est correct. C'est quand tu sors de l'école, là, je dirais, c'est engagé par un... Enfin, c'est que les journaux, de plus en plus, ont moins de moyens, je dirais, pour engager à l'époque. De faire carrière? Moi, je trouve que oui, qu'à l'époque. C'est plus difficile que les Gen X et les Baby Boomers, je dirais. C'est plus difficile. Mais je dirais que si tu rentres par la porte puis que tu as vraiment des avantages sociaux puis que tu restes. Parce que c'est rare, là. On est de plus en plus de journalistes à être dans un bassin de dépendance. Puis à faire différentes choses. Parfait. Ensuite de ça, les horaires, on en a parlé, là. T'as l'air de travailler beaucoup, là. Moi, je travaille beaucoup, mais tu sais, à l'époque, c'était du... je vais prendre encore l'exemple pour 24 heures. C'était quoi, du 37,5 heures? Par semaine. Fait que c'est une vie très... comme monsieur et madame c'est tout le ça. monde, là. C'est très... Travail à temps plein. Exactement, mais ça, quand t'es sur des gros dossiers, là, c'est sûr que tu fais de l'over et tout ça, mais... Fait qu'autour de 40 heures. Quand c'est les élections, quand il y a des grosses affaires dans le monde qui se passent, c'est sûr que tu travailles plus, mais ça vire autour des 40 heures semaine. Parfait. Les lieux de travail, en fait. Avec la pandémie, ça a changé. Le télétravail est vraiment mis de l'avant. Moi, je travaille beaucoup de chez moi. Mais tu peux aller à la salle de rédac, puis souvent, nos chefs de pays disent « ça fait longtemps qu'on vous a pas vus. Venez-vous-en en salle de rédac. » Fait qu'on on a quand même une salle de rédaction que je ne peux dévoiler parce que depuis l'incident du Charlie Hebdo, en France, maintenant, on garde nos salles de rédaction secrètes. Pour être en sécurité. En sécurité, parce que, bon, c'est ça, les journalistes, des fois, ils sortent des scoops et les gens sont pas contents. Voilà. Parfait. OK. Au niveau du rythme de travail, qu'est-ce que tu pourrais dire? Faut que ça soit... Ça va vite, hein? Si t'es quelqu'un qui aime chiller chez toi, le journaliste, c'est pas pour toi. Si t'es quelqu'un qui aime faire du 9 à 5, de pas se faire déranger, ou, tu sais, comme une archiviste, des fois, là. Les archivistes, ceux que je connais, parce que j'en connais quelques-uns, je sais pas pourquoi, mais j'en connais quand même quelques-uns. Puis ils aiment juste être dans leur bulle, pas se faire déranger. Ils écoutent la musique. Ils écoutent leur musique, ils rangent leurs archives ici, là. Puis à 5 heures, ils sont partis. Tu sais, c'est pas pour toi. Ça marche, on Ensuite de ça, au niveau des revenus, est-ce que tu serais game de diminuer ton salaire? Les journalistes ne sont pas les plus riches. Tu sais, moi, j'avais commencé en journalisme à, je pense, à peut-être 37 000, puis ça peut aller jusqu'à 150 000, tu sais, ça dépend, là, comment tu bosses. C'est intéressant. Vraiment. Parce que c'est ça, toi, tu baignes dans le milieu, puis moi, mes statistiques, des fois, ils disent autre chose, fait que j'aime toujours ça. Tu sais, une moyenne de journaliste qui gagne bien sa vie, là, ça tourne, je te dirais, autour de
60, 65 000. Ouais. Mais il y a des gros noms, fait que c'est pour ça que tu parlais des 150 000. Ben oui, c'est ça, c'est les ça gros varie noms. avec Ben oui, ta ben oui. notoriété, tout ça. Ben oui, au fil des années, tu Excellent. bâtis une notoriété, puis Voilà. c'est sûr que tu gagnes pas 37 000. Non, c'est mais ça. quand tu sors de l'école, ça se peut que tu travailles pour des petits journaux, hebdo, locaux, c'est impossible qu'ils t'offrent 100 000 par année ou 88, c'est impossible. Non, c'est ça, parfait. Ouais. Fait que selon les statistiques, donc le salaire horaire selon le site de québec.ca, puis les années de référence, en fait, c'est 2020 à 2022. Donc, taux horaire minimum, ce serait 24,4 $. Ça fait du sens. Puis maximum, ce serait 41 $ de l'heure. Ça fait du sens. Ça marche. Maintenant, au niveau du code vestimentaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, ça dépend qu'est-ce que tu couvres, mais, moi, je dis toujours, si tu couvres de l'art et spectacle. T'es extravagante, non? Ouais, moi, je suis une fille extravagante dans la vie, mais je sais que si j'avais à couvrir, par exemple, les funérailles. C'est ça. Tu t'adaptes. On s'adapte, là, il y a pas de. C'est pas comme un dentiste qui doit porter un sarrau puis des lunettes puis tu sais t'as pas d'uniforme en j'ai soi. pas d'uniforme là, c'est ça. Mais tu t'adaptes à l'événement. Ouais. Parfait. Ouais, je m'adapte. Super. Maintenant, tes outils de travail. Mon laptop. C'est ma vie. Ah, c'est clair. Ouais, ça marche. Mon laptop, mon téléphone, parce qu'on enregistre avec notre téléphone. OK. Ouais. J'ai tellement d'enregistrements avec mon téléphone, je pourrais même vous montrer. Ça n'a pas de bon sens comment j'ai tellement d'enregistrements dans mon téléphone. Regardez ça, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça, c'est tous mes enregistrements. Quand même, ouais. Ah non, j'en ai, là, c'est malade. Wow. Ça date jusqu'à 2012, là, ça n'a pas de bon sens quand j'ai ça. Hey, j'ai 2139 enregistrements. Quand même, ouais. Puis ça, c'est sûr que j'ai pas sauvegardé, mais mon téléphone, parce que je prends des photos des fois pour des preuves, j'enregistre tout sur mon téléphone. Mon téléphone, c'est ma vie, puis mon laptop. Ça, c'est mes outils de travail. Excellent. Et, comme tout bon journaliste, toujours un crayon, un papier. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Toujours un papier, un crayon qui traîne dans ton sac de travail tout le temps. Parfait. Comme tout bon journaliste. C'est bon. Maintenant, c'est quoi que tu aimes le plus de ton travail? Je pense les gens. Les gens? Ouais. Okay. J'aime vraiment l'être humain. Je trouve qu'il y en a qui ont des histoires rocambolesques. Puis t'es là, oh my God, tu m'as fait confiance pour que je raconte ton histoire. Ouais. Excellent. Ouais. Maintenant, ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, peut-être le côté, des fois sensationnaliste, peut-être. Je trouve que des fois, c'est qui va vendre le plus de copies, c'est qui va obtenir le plus de clics, tout le clickbait, là, maintenant, là. Je trouve que, on est beaucoup là-dedans, puis on dirait qu'on des fois, on perd l'essence même du journaliste, qui est juste d'informer. Est-ce que les bonnes nouvelles, ça vend? Non. Non, c'est ça qui est plate, hein? Ça aussi, c'est un côté poche. Oui. C'est comme... Puis c'est drôle parce que maintenant, je fais des revues de presse avec mes abonnés sur Instagram. Puis je leur ai promis de toujours leur donner comme une bonne nouvelle. C'est bien ça! Ouais. J'aime ça! Ouais, full, parce que... Puis tu sais, il y en a plusieurs qui m'ont dit « J'ai arrêté d'écouter les nouvelles traditionnelles. » Parce que ça me déprime. C'est tellement déprimant, en effet, c'est ça? Ça me déprime. Puis je leur ai promis de toujours parler de soit d'un potin genre divertissant ou vraiment d'une bonne nouvelle, des gens qui font des trucs chouettes pour la société. Ah, génial! On aime ça. C'est ça. Je suis comme on refait les nouvelles autrement. Voilà. C'est bon. Maintenant, les contraintes, les inconvénients liés à ton travail. Le temps, parce que c'est toujours qui va avoir le premier scoop. Quel journal va obtenir la nouvelle. Fait que t'es toujours sur le gun avec le temps. Je pense que... Puis aujourd'hui, avec les médias sociaux, là... Ah ouais, il doit y avoir du harcèlement aussi. C'est ça que t'allais emmener? Non, j'allais dire que la nouvelle s'essouffle tellement vite. C'est que la minute que quelqu'un a partagé le premier scoop, là, puis là, les journaux reprennent la nouvelle. C'est vrai, hein? C'est fini, là. Ta nouvelle a vu pas longtemps. Parce qu'avant les réseaux sociaux, il fallait que tu ailles acheter la copie pour savoir ce qu'il en était, tu sais. Fait que, ouais, je trouve que le temps, je trouve que avec les réseaux sociaux, c'est comme plus difficile. Mais là, ça va changer, là. Il y a une nouvelle loi, je pense.
par rapport à la publication de certains journaux. Ouais, ben ça, c'est la loi C-18. Oui. Puis c'est drôle, j'en parlais ce matin sur mes réseaux sociaux, mais la loi C-18 qui vise aux géants de numérique, c'est-à-dire Google et Meta, de donner une compensation aux médias numériques, ben, aux journaux traditionnels qui font de la nouvelle sérieuse puis qui informent sérieusement la population, mais je sais pas comment ça va aller cette affaire-là parce que Meta puis Google refusent de donner cette compensation-là. À suivre. À suivre parce que ça peut, t'imaginer, là, si Meta et Facebook refusent, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer les nouvelles. Ils vont bloquer les liens vers la presse, les liens vers le Journal de Montréal, les liens sur toutes les plateformes d'information qu'on connaît. Fait que vous n'allez pas pouvoir dire « Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, Justin Trudeau? » Ça apparaîtra plus, guys! Ah là là! Fait que là, il va y avoir de la désinformation aussi. Ça va être l'enfer. Comment tu vois ça, toi? Je sais pas, je suis un peu... c'est comme une espèce de dichotomie parce que je trouve que d'un côté, ça va aider les gens à aller sur les plateformes, d'avoir une espèce de fréquentation sur les sites web. Tu sais, ils vont arrêter de googler puis de s'informer sur les médias sociaux. Ils vont devoir aller sur le site de la presse, ils vont devoir aller sur le site du Journal de Montréal. Fait que ça peut être bon pour vous? Fait que c'est comme oui puis non, tu sais, parce que veut pas, ça traverse Meta, c'est Instagram aussi, là, ça traverse Instagram puis Facebook, la plupart des gens s'informent aujourd'hui. Fait que c'est ça, je suis comme un peu déchirée. De côté. Ouais. Mais en même temps, nos médias ont besoin de renflouer leur coffre. On est en train de crever de faim, là. Fait que je sais pas comment cette histoire va finir. C'est toute une histoire, cette affaire. Ouais. Okay, parfait. Merci pour le partage. Ça fait plaisir. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, y avait-tu d'autres inconvénients contre tu sais, je parlais du harcèlement, là, il y en a tellement de nos jours, là. Oui, mais il y a des journalistes espèces qui se font harceler, ma foi, qui se font ramasser, puis surtout sur Twitter, les gens sont fous. Des fois, je me dis, le monde est vraiment malade pour harceler des journalistes, mais bon. Tu sais, t'as des journalistes qui ont tellement fait de la couverture sur la mafia, sur les gangs de rue, puis qui en savaient. C'est dangereux. Ben oui. On a un de nos collègues qui s'est déjà fait tirer, là, je disais. Ouais. Maintenant, un des plus grands défis, le plus grand défi que tu as été confronté dans ta carrière. Le plus grand défi. Je pense que c'était le lac mégantic. Oui. Ah ouais. Il fallait que je parte à Farnham où habitait le chauffeur de train. Puis là, je m'en vais avec ma petite gaffe, puis je sais pas par où je m'en vais. Je sais pas par où commencer. C'est une de mes collègues qui m'avait dit « Commence toujours par les bars, les gens parlent beaucoup dans les bars. » Dans les dépanneurs. Okay. Dans les dépanneurs, les gens des dépanneurs connaissent tout le monde. J'étais là « Oh my God, comment je vais faire? » Puis je savais que j'étais comme un peu sur le gun. C'était un peu un test à savoir si j'étais capable si j'avais vraiment du cran, tu sais. D'aller cogner chez la mère. Oh mon Dieu, ça a été... Bravo! Ça a été vraiment quelque chose, mais oui. Ouais, je pense que c'était mon plus grand défi. Ah ouais. Excellent. Ah ouais. Puis maintenant, un accomplissement dont tu es fière. J'ai été nominée justement cette année au NNA, qui est le National Newspaper Award. Félicitations! Merci! Wow, OK! C'est quand même... parle-nous-en. J'aimerais savoir. Oui, le NNA, en fait, c'est le concours national du journalisme canadien, puis ça se fait au pays au complet, là. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est quand même prestigieux comme prix. Oui. Mais juste cette nomination-là, ça a été un baume sur mon cœur parce que c'était pour l'article qui s'appelait au CLSC de Montréal-Nord, il y avait des infirmières qui étaient victimes de racisme en soins à domicile. Puis bref, j'avais fait un gros dossier là-dessus. Puis j'étais nominée en catégorie article local. Fait que ça m'a vraiment touchée parce que c'était la première fois que j'étais nommée dans ce concours-là, premièrement. Puis deuxièmement, on parle de racisme, on parle de
tu sais, d'enjeux sociaux vraiment très importants, Ben tu sais. oui. Fait que de savoir que j'étais... Puis moi, je l'avais fait de bon cœur, là. Je l'avais fait parce que je trouvais ça tellement, tellement injuste. Puis ça venait me chercher, cette histoire-là. J'avais... Oh my God! Mhm. Puis de savoir après coup, un an plus tard, ben, tu sais, mes patrons, ils avaient tellement trouvé que c'était un bon dossier qu'ils l'avaient soumis au concours national. Puis, ouais. Fait ça, c'est un très beau accomplissement, Mais je dois avec dire. raison. Ouais. Super! Maintenant, quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent devenir journalistes? Ah, d'être tenace. Tenace. OK. Soyez persévérants, soyez tenaces. Ça, c'est la première des choses. Ayez pas peur de parler à des bonnes personnes, contact qui va pouvoir vous ouvrir des portes. Ben oui. Mais soyez tenaces. Excellent. Ouais. Et pour terminer, les perspectives d'avenir, comment tu vois ça dans le journalisme? Tu sais, tantôt, on disait que c'est plus aussi facile qu'avant. Non. Mais les perspectives d'avenir, c'est que je pense que quand les Gen Z puis quand les X et les baby boomers prendront leur retraite, je pense que le journaliste va devenir avec les médias sociaux. Là, ils font vraiment beaucoup la distinction. Je suis journaliste pur et dur. Ouais. Puis ceux qui sont des créateurs de contenu ou même ceux qui font du journalisme à travers les médias numériques, on dirait qu'il y a comme une espèce de snobisme. Ouais, j'imagine. Mais non, parce qu'il va falloir travailler conjointement. Je sens que ça va devenir tu sais, est-ce que tout le monde peut s'appeler journaliste? Comme moi, là, je fais un podcast en ce moment. Là, je fais une entrevue avec toi. Est-ce que je suis une sorte de journaliste? Mais c'est parce que là, il y a tout ce concept du journaliste citoyen qui a émergé avec les médias sociaux, tu sais. C'est ça. Puis moi, je fais attention à ce terme-là dans le sens que un journaliste citoyen ne sait pas forcément que quand tu cites quelqu'un, il faut que ça soit tel quel. Puis que lorsque tu dis quelque chose, il faut que ça soit vérifié et vérifiable. Il faut que ce que tu énonces, c'est véritable. Tu sais, tu peux pas dire du gros n'importe quoi. Puis c'est là que la désinformation grandit, tu sais. Fait que, ou prendre trop grosse proportion, prend trop de place, en fait, sur les sphères médiatiques. Fait que c'est pour ça que faut faire attention. Oui, c'est ça. Mais ceux, exemple, qui font des podcasts de potins, mettons, là, ça, c'est pas des journalistes. Des fois, c'est des rumeurs, des choses comme ça. Ben oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, moi, je connais des très, très bons journalistes dans les médias numériques qui font un excellent boulot, puis qui sont indépendants, puis que leur source est véritable, puis qui prennent le temps d'aller chercher les bonnes sources, tu sais, pour faire un travail extraordinaire d'information, là, tu sais, pour vrai, et non de sensationnalisme. Voilà. Je trouve qu'il y a vraiment... C'est là où la ligne est vraiment mince, il faut faire attention. Mais ceci étant dit, je crois vraiment qu'il va falloir quand même que les journalistes purs et durs travaillent de concert avec les médias numériques. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Lovely. Ça fait plaisir. Donc, on va prendre un dernier cheers. Un dernier cheers! Vive le journalisme! Oui! Donc, maintenant, est-ce que tu voudrais promouvoir tes réseaux sociaux? Ben oui, allez me suivre sur Instagram et TikTok. Anne, en dessous, Lovely, avec un Y. C'est comme l'amour. Mes parents étaient vraiment motivés. Non, c'est mignon. Oui, avec en dessous E puis Étienne. Ben, c'est ça, vous pouvez suivre mes revues de presse que je fais pas mal tous les matins. Excellent. En direct. Donc, dans le 24 heures, c'est ça? Ben, en fait, je l'ai fait sur mes médias sociaux, mais dans le 24 heures, vous pouvez aller me lire toutes les semaines sur le 24heures.ca. Parfait. Puis, j'ai d'autres choses à dire. Ah oui, ben, vous pouvez aller aussi suivre mon émission de télé, ma première émission. Ah, génial! C'est quoi le titre? Oui, ça s'appelle On est rendu là, qui donne vraiment une vitrine à la nouvelle génération, la Gen Z, où est-ce qu'on parle de toutes sortes d'enjeux sociaux. Cool! Puis c'est où qu'on peut regarder UniTV. UniTV? Ouais, unitv.ca. C'est en ligne. Oui, c'est en ligne. Ben, c'est tous les vendredis aussi. Okay. Je pense que ça finit bientôt à la télé, mais c'était 10 épisodes, fait que il y a moyen de voir les rediffusions. Il y a moyen, oui, il y a moyen de tout revoir. Excellent, je vais aller regarder ça certain. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ciao!